Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de regarder la RTS. Avec le plan d'action annoncé par les syndicats d'enseignants, l'école risque encore d'être perturbée dans les prochains jours. Sur l'autre front, celui-là politique, la tension reste encore vive entre l'opposition et le pouvoir. Voilà donc deux repères qui justifient l'arrivée de Serigne Mbaye Thiam sur ce plateau de point de vue. Car le ministre de l'Éducation est aussi membre du bureau politique du Parti socialiste. Il est notamment secrétaire national aux élections et aux affaires juridiques. Le PS est, comme vous le savez, membre de la coalition présidentielle. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, monsieur Ning, et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bienvenue et merci de rester ou d'avoir accepté notre invitation. Alors, débrayage, grève générale, marche, voilà entre autres actions contenues dans le plan que comptent dérouler les syndicats. Ils l'ont annoncé il y a 48 heures. Comment, en tant que tutelle, vous accueillez ce plan d'action-là? Bon, je crois que les syndicats essayent d'avoir un plan d'action pour soutenir la lutte pour les revendications. C'est dans l'ordre normal du droit de grève, c'est dans l'ordre normal du droit syndical qui régit notre pays. Mais ce qui est important, c'est de faire exister d'abord et toujours des plages de discussion et de convergence. Et après la dernière réunion entre le gouvernement et les syndicats qui a vu un certain nombre d'organisations syndicales quitter la salle, ce qui pouvait présager d'une rupture du dialogue, nous avons pris l'initiative au niveau du département de l'éducation nationale de rencontrer les organisations syndicales et d'avoir une réunion de famille. Il m'a semblé au sortir de cette réunion que nous avons eue il y a une semaine de cela avec les organisations syndicales qu'il y a encore des possibilités de nous retrouver et de discuter d'un certain nombre de points. Parce qu'il faudrait peut-être relativiser un peu les points de divergence qu'il y a. En préparation de la réunion du 29 entre les syndicats et le gouvernement, représentés par le ministère de la fonction publique, le ministère du budget, le ministère de l'habitat, le ministère de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, il y avait une plateforme minimale de 11 points qui avait été présentée par les organisations syndicales. Et sur cette plateforme minimale de 11 points, des discussions que nous avons eues, l'analyse en tout cas qui a été faite au niveau du gouvernement, c'est que sur les 8 points, en principe, on ne doit pas avoir de difficultés. Il y a 3 points sur lesquels il subsiste encore des divergences, mais peut-être qu'en discutant, on peut essayer de voir comment aboutir à des solutions. Oui. Ici, de la posture des enseignants, on tire un constat d'échec. Eux-mêmes, ils parlent de dilatoire. Alors, est-ce qu'on peut comprendre par là donc une sorte d'absence de volonté politique du gouvernement à régler ces questions qui reviennent, il faut le dire souvent? Bon, je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté du gouvernement. Nous avons eu une démarche au niveau du gouvernement qui permet d'avoir un dialogue crédible vis-à-vis avec les syndicats. Lorsque ce gouvernement a été mis en place, premièrement, il y a eu une première réunion autour du Premier ministre sur la plateforme des syndicats. Cette réunion avait pour objet de voir les points sur lesquels le gouvernement pouvait faire des concessions, pouvait faire des avancées, et les points qui n'étaient pas soutenables de la part du gouvernement. Après cette réunion, nous avons eu une première plénière avec les syndicats, toujours sous la direction du ministère de la fonction publique. Et après cette plénière, des commissions ont été mises en place, au nombre de 4. Une commission qui s'occupait des questions financières, une autre qui s'occupait des questions de statut et de carrière, une autre qui s'occupait des questions pédagogiques, et puis une autre qui s'occupait des questions sociales, comme les questions d'habitat. Les rapports de ces commissions ont été synthétisés dans le cadre d'un rapport d'une intercommission qui a servi de base maintenant à l'ouverture des négociations. Nous avons à ce jour tenu 3 séances de négociations. C'est que la démarche du gouvernement a un peu changé parce que vous voyez, dans les revendications des syndicats aujourd'hui,
on voit l'exigence de respect d'accords qui date de 2003. Et dans les discussions que j'ai eues avec eux, je leur ai indiqué, mais si un accord n'a pas été respecté depuis 2003, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est le gouvernement qui n'a pas eu la volonté de le faire, parce que beaucoup de gouvernements se sont succédés depuis 2003, ou bien c'est l'accord lui-même qu'il faut interroger. Et ce que les instructions que nous avons reçues du chef de l'État, c'est d'engager le gouvernement que sur des accords réalistes et réalisables. Donc, si vous Tous les accords que nous allons signer avec les syndicats, en tout cas ce gouvernement, seront respectés, mais nous ne signerons des accords que si nous pouvons les respecter. D'abord, je veux dire, la question que vous vous êtes posée vous-même en tant que gouvernement sur ces points de blocage, elle aboutit à quelle réponse? C'est que ces questions-là ne peuvent pas trouver de solution. Voilà. Moi, lors de ma première réunion de prise de contact avec les syndicats, je leur ai dit qu'on voudrait pouvoir examiner les revendications, les doléances sous le prisme de 4 critères. C'est d'abord la légitimité de la demande, de la revendication, la légalité de la revendication, l'équité de la revendication et la faisabilité de la revendication. La légitimité renvoie à la notion de est-ce que la revendication est raisonnable? Est-ce que, voilà. La légalité, est-ce que c'est prévu par les textes? La revendication, si elle est légitime et non prévue par les textes, on peut s'interroger sur la question de savoir est-ce qu'il y a opportunité à modifier la loi ou le décret? Une fois qu'elle est légitime, elle est légale, on peut s'interroger sur son équité par rapport aux autres Sénégalais. Parce que le gouvernement prend en charge les préoccupations de tous les citoyens du Sénégal. Donc une revendication peut être légitime, légale pour une certaine catégorie, et sa mise en œuvre pose des problèmes d'équité pour le Sénégal. Et pour ce cas une fois que ces 3 critères, maintenant l'autre critère c'est de voir est-ce que c'est faisable. Elle peut être légitime, légale, équitable, mais que les conditions économiques de notre pays ne nous permettent pas de faire face à cela. Donc c'est ça qui fait la discussion entre le gouvernement et le syndicat. En ce qui concerne la faisabilité et la soutenabilité financière, nous nous en référons au point de vue du ministère de l'économie et des finances qui est chargé de gérer les finances de notre pays. Et ce point de vue dit quoi? Que ce n'est pas possible? Sur, par exemple, 2 revendications à incidence financière, où il y a un point d'achoppement. La première, c'est la validation des années de vacation et de volontariat. Le gouvernement dit oui, je suis d'accord pour une validation aux 2 tiers, mais pour une prise en compte de ces années de vacation et de volontariat dans la carrière de l'enseignant, en termes d'ancienneté, d'évolution professionnelle, mais pas en termes de rappel financier. Cette prise en compte par le gouvernement, c'est 1,6 milliard à peu près par an. Si nous le faisons avec un rappel financier, je pense qu'au taux plein, c'est 33 milliards. Si nous le faisons aux 2 tiers, je crois que c'est 24 milliards. Le gouvernement dit, je ne peux pas m'engager dans ça, par la voie du ministère des Finances. L'autre aspect qui pose des problèmes financiers, c'est l'augmentation de l'indemnité de logement, de l'indemnité de recherche et de documentation, de la prime scolaire, et ainsi de suite. Sur cet aspect, le ministère des Finances dit l'évaluation que j'ai eu à faire nous conduise à une incidence financière pour le corps enseignant de 60 milliards. Mais en sachant que si nous le faisons pour le corps enseignant, on va avoir d'autres revendications, d'autres types de corps. L'incidence financière globale pour l'État sera de 100 milliards. Aujourd'hui, les finances du pays ne permettent pas de faire face à ça. Les syndicats répondent en disant « Ok, on est d'accord que ça peut poser des problèmes financiers. Il faut moduler ça sur 2 ans, sur 3 ans. » Cet aspect-là, le gouvernement n'a pas voulu l'examiner parce que c'est prendre des engagements qu'on n'est pas sûr de pouvoir respecter. Et en ce moment-là, c'est différer seulement des difficultés au niveau du système éducatif. Ce que nous voulons, c'est avoir un langage de partenariat, un dialogue crédible avec les syndicats et un langage de vérité en ce qui concerne, en sachant qu'il y a un certain nombre de critères aussi de convergence que nous avons au niveau de l'UEMOA, que nous devons respecter au niveau de l'ISPE et qui posent un certain nombre de problèmes. Si je prends seulement l'exemple du budget 2013 du ministère de l'Éducation nationale, nous avons un budget de 352 milliards. Les 306 milliards concernent des salaires. Est-ce que nous pouvons aller au-delà collectivement? Je pense que c'est un dialogue que nous pouvons avoir avec les syndicats parce qu'eux aussi, ce sont des acteurs du système.
à côté du gouvernement, des autres partenaires. C'est les premiers acteurs du système, c'est eux qui sont dans les salles de classe, c'est eux qui dispensent le savoir à nos enfants. Souvent, je leur dis que votre métier n'a pas de prix. Il a une valeur. D'accord. Alors, vous avez parlé d'équité par rapport aux autres Sénégalais. Mais quand même, si on analyse bien la posture des enseignants, on peut les comprendre parce que c'est vrai, les finances sont ce qu'elles sont aujourd'hui dans ce pays. Le gouvernement théorise une rationalisation des ressources, mais dans le même temps, on ne comprend pas également certaines pratiques. Je vous donne par exemple l'exemple des députés et des directeurs généraux et présidents de conseils d'administration qui ont eu des indemnités et cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui. Alors ça, c'est quoi? C'est quelle pratique? Je vais prendre seulement les deux exemples que vous avez indiqués pour dire peut-être qu'il y a un problème de communication qui se pose. En ce qui concerne les directeurs généraux ou de sociétés nationales ou d'agences, premièrement, il faut préciser que le décret qui a été pris, contrairement à ce qu'on pense, avait pour effet de baisser leur rémunération. Le plafond pour les directeurs généraux est de 5 millions de francs CFA. Avant, on était à des directeurs généraux qui étaient payés 8 millions, 12 millions et 13 millions même, ou plus que ça. Donc, le décret a pour effet d'encadrer et de faire baisser les avantages qui étaient jusqu'à présent accordés aux directeurs généraux de sociétés nationales et d'agences. Et ça, je l'ai dit aux syndicats lorsque je les ai rencontrés il y a une semaine de cela. L'autre aspect, c'est l'aspect de l'Assemblée nationale. Je parle en tant que membre de l'exécutif, avec réserve, parce qu'il y a la séparation des pouvoirs. Oui. L'Assemblée nationale est autonome dans son budget. L'année dernière, enfin, il y a un peu plus d'un an, au mois de juin, 23 juin 2011, lorsqu'il y a eu ces manifestations, oui, l'hôtel des députés de Sandaga a été incendié. Aujourd'hui, on a une nouvelle législature. Nous avons des députés qui viennent de l'intérieur du pays. La pratique voudrait que ces députés soient logés. Les députés qui viennent de Kédougou, de Sédhiou ou d'ailleurs soient logés. On ne peut pas les loger. Pendant ce temps-là, l'Assemblée nationale donc n'a pas de frais d'entretien de cet hôtel des députés. Mais l'Assemblée nationale, en ce moment-là, est libre, dans le cadre de son réaménagement interne et de son budget, de dire les fonds qui devaient être destinés à l'entretien de l'hôtel des députés, si l'hôtel des députés était occupé, je donne ça en indemnité de logement aux députés qui viennent de l'extérieur, qui de toute façon doivent être ici et placés dans des conditions d'exercer. L'autre élément que je fais, c'est une réponse que j'ai donnée aussi. Moi, je suis gêné dans notre pays lorsqu'on compare des salariés à des membres d'institutions. Les membres du gouvernement sont des membres d'institutions de la République. Les membres de l'Assemblée nationale, les députés sont des membres d'institutions de la République. Les magistrats sont des membres d'institutions de la République. Il y a un article dans notre Constitution qui dit voilà les institutions de la République qui sont dans une situation précaire. Le député, d'ici 5 ans, il peut ne pas être réélu. Il a une charge publique que le suffrage universel lui donne, les citoyens. Ce n'est pas le président de la République qui lui donne ça. C'est les citoyens qui votent pour lui. Ces députés doivent être placés dans des conditions qui leur permettent d'exercer cette charge publique. Absolument. Moi, je ne pense pas que ce soit bon pour notre pays et pour nos institutions de les comparer à des situations de salariés. Mais sauf que quand on théorise des choses comme la rationalisation, vous, en tant qu'exécutif et législatif, en tant qu'institution, vous devez normalement être en première ligne. Vous appliquez cette rationalisation. C'est ce qu'on fait actuellement. Si les finances ne permettent pas d'augmenter des indemnités, autant le faire pour tout le monde. Non, non, mais tous les jours, nous le faisons. Cette rationalisation-là dont vous parlez, dans la gestion quotidienne. Et je dois dire que sur cette question-là, les résistances ne viennent pas tant du gouvernement, mais de nous tous, Sénégalais en particulier. J'ai l'habitude de dire que le 19 mars dernier, 65% des Sénégalais sont partis dans les urnes, ont voté pour le changement, mais beaucoup pensent que c'est les gouvernants seulement qui doivent changer. Eux ne doivent pas changer. Et donc, les gens ne sont pas prêts à payer le prix du changement. Et c'est une pédagogie que nous avons à avoir tous. Je pense qu'au niveau du gouvernement, dans les actions de tous les jours, de prise en charge des préoccupations des Sénégalais, de gestion du téléphone, par exemple, de gestion de l'électricité, de gestion des voyages, des missions, il y a des efforts énormes qui ont été faits. Donc je voudrais, moi, demander qu'à tous les niveaux de l'administration et des citoyens, que ces mêmes efforts puissent être faits pour accompagner cette volonté du gouvernement. D'accord. Des efforts aussi au niveau des autorités que vous êtes, n'est-ce pas?
Alors, on a fait une petite digression en parlant de cette question parce qu'on en était aux revendications à incidence financière. Je voudrais revenir sur les revendications à incidence financière des enseignants. Donc ça, c'est un dialogue à avoir. Lorsque j'ai eu des discussions avec eux, ils ont indiqué que les montants avancés par le gouvernement comme incidence financière sont trop élevés. Et que eux, leur simulation leur donne des montants moindres. Oui. Je leur ai demandé de me notifier ça par écrit. Parce que ça, c'est un élément nouveau qui peut relancer la discussion et le dialogue sur cela. J'attends donc qu'ils me notifient le montant de leur simulation financière. En ce moment-là, nous aurons des confrontations techniques pour voir si sur la base de cet élément nouveau, on peut essayer de relancer les choses. Maintenant, il y a d'autres aspects sur lesquels les enseignants ont parfaitement raison. En ce qui concerne les questions de carrière, en ce qui concerne les lenteurs qu'il y a dans les actes de mise en solde et de paiement. Le retard des salaires. Voilà. La question du retard des salaires, je pense que depuis janvier, on n'en parle pas. Depuis janvier. Depuis qu'on a mis en place un dispositif de gestion informatisé des salaires, nous n'avons pas de problème de retard de salaire, ou bien c'est marginal. Ça concerne certains départements, certains trucs. Et là, sur cette question-là, j'ai été clair avec eux. C'est notre responsabilité de les payer à temps. Et cette responsabilité-là, nous allons l'exercer. Les indemnités, il y avait des difficultés. Ça va commencer à s'estomper. Et peut-être qu'il y aura quelques difficultés marginales. Mais pour la prochaine session des examens, nous sommes en train de prendre des dispositions avec le ministère de l'Économie et des Finances pour ne pas avoir à les placer dans ces conditions-là difficiles. En tout cas, toutes les revendications pour lesquelles les enseignants ont raison, qui concernent les conditions dans lesquelles on doit les mettre pour travailler, ils peuvent trouver au ministère de l'Économie et au ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de tutelle, une oreille attentive et un partenariat pour essayer de les défendre. Okay. Il y a un autre volet assez important qui concerne la gestion des ressources humaines au niveau de votre ministère, au niveau donc des enseignants. Bon, ici, je note dans la plateforme revendicative ce que les enseignants appellent redéploiement abusif de certains agents. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un abus à votre niveau ou quoi? Non, je ne crois pas. Parce que vous savez, lorsqu'on a la responsabilité d'exercer une mission de service public, on l'exerce pour l'intérêt général. Donc c'est le gouvernement qui se trouve dans une position de devoir arbitrer entre différentes préoccupations. C'est vrai que déplacer un enseignant alors que l'année scolaire a déjà démarré, l'enseignant a déjà pris ses dispositions pour aménager quelque part, ça peut être gênant. Oui. Mais à côté, nous avons des populations, des villages qui n'ont pas d'enseignants. Donc, c'est au gouvernement d'arbitrer entre la gêne qu'un redéploiement peut occasionner à un enseignant et le fait que des enfants du Sénégal puissent ne pas avoir d'enseignants. À notre niveau, nous avons pensé que le droit à l'éducation, qui est un droit constitutionnel, doit être préservé. En ce moment-là, même si on doit gêner un enseignant, on doit pouvoir lui dire, dans cette école, vous êtes en surnombre. Il y a des villages qui n'ont pas d'enseignants, nous vous affectons. Oui. Mais ça s'est fait sur la base du dialogue au niveau des inspections d'académie. En tout cas, c'est l'instruction qu'on leur a donnée. Mais souvent, quand même, c'est un redéploiement aux allures de sanctions. Non, non, pas du tout. Prenons le cas des enseignants du lycée Kennedy, par exemple. Non. Bon, je reviens brièvement sur le cas de Kennedy. Oui. Effectivement, comment ça se passe? Au niveau des professeurs, il y a une charge horaire hebdomadaire qu'un professeur doit au système éducatif. Les professeurs d'enseignement secondaire, qu'on appelle les PS, ils doivent 21 heures hebdomadaires au système. Les PM, professeurs d'enseignement moyen, ils doivent 21 heures. Les PCM, professeurs de collège d'enseignement moyen, doivent 25 heures. Qu'est-ce qu'on avait constaté? On avait constaté qu'il y a des localités au niveau du Sénégal, ça aussi vous l'entendez, où les élèves font la grève parce qu'ils n'ont pas de prof de maths, ou de philo, ou du socio. Pendant ce temps-là, nous avons des établissements comme Kennedy. Un des profs pour lequel on a augmenté le volume horaire était à 13 heures par semaine. On l'a porté à 19 heures par semaine. L'autre était à 14 heures. On l'a porté à 19 heures. L'autre était à 20 heures, à 17 heures. Il devait 25 heures, on l'a porté à 20 heures. Et les enseignants ont refusé.
de prendre ces charges horaires qui, même avec cette augmentation, étaient en deçà du maximum horaire hebdomadaire. Mais nous ne pouvons pas l'accepter au niveau du système, bien sûr. Il y a eu un bras de fer avec l'administration, s'y ajoutent d'autres actions de défiance à l'autorité de l'administration. Ces enseignants-là, nous les avons mis à la disposition de la direction des ressources humaines. Ce n'était pas une sanction. La sanction était un blâme qu'on leur a aussi donné. Mais je pense que la responsabilité que nous avons de servir l'intérêt général, cette responsabilité, nous devons l'assumer. Maintenant, ce qui est important, nous avons tiré les enseignements de cela, parce que c'est un certain nombre de dysfonctionnements les années passées qui nous ont amenés à devoir le faire. Nous avons tiré les enseignements, et c'est dans le cadre du mouvement national qui va avoir lieu pendant la période des vacances que nous allons prendre les dispositions pour que le mouvement national n'aboutisse pas à des déficits et des surnombres dans certains établissements. Et que tous les enfants du Sénégal puissent avoir un enseignant. Si je vous montrais les lettres que je reçois de la part d'autorités administratives, d'associations de parents d'élèves, c'est des lettres pathétiques. D'écoles, de villages, qui sont obligés de fermer des écoles, des enfants qui ont été jusqu'au C1, CE2, qui n'ont pas d'enseignants. Et pendant ce temps-là, tout le monde sait qu'ici, il y a certains établissements où il y a des normes pour les surveillants au niveau des collèges, au niveau des lycées. Il y a des normes pour le nombre d'enseignants au niveau des écoles élémentaires et il y a des surnombres. Vous prenez une école où il y a 12 classes, vous avez 12 titulaires et 12 suppléants, alors qu'il doit y avoir un suppléant ou à la limite 2 suppléants. Mais pendant ce temps-là, ces enseignants qui sont là, qui n'exercent pas, ce n'est pas la majorité des enseignants. Parce que moi, j'ai fait un peu le tour du Sénégal et je leur rends hommage. J'ai vu des enseignants officiers dans des conditions extrêmement difficiles. Mais est-ce que l'État recrute aussi? L'État a recruté. L'État a recruté. Le problème des ressources au niveau de l'éducation ne se pose pas tellement. Ce qui se pose, c'est le problème d'une utilisation efficiente des ressources humaines que nous avons. Pour la prochaine année scolaire, cette année, l'État a autorisé un recrutement et ces élèves maîtres sont déjà dans les centres de formation de 2188. Élèves maîtres qui ont commencé à être formés au mois d'avril, qui vont terminer au mois de décembre et qui vont être injectés dans le système. Très bien. Alors, au-delà de la gestion de cette crise, qu'il faut le dire est cyclique, on aimerait un peu avoir une idée de la vision que vous avez, la politique éducative de l'État actuellement. Quel est le schéma sur lequel vous travaillez? C'est une question extrêmement importante. Lorsque on m'a nommé à la tête de ce département, j'ai passé un certain nombre de jours à réfléchir. Et ces réflexions, je les ai partagées d'abord avec mes collaborateurs lorsque j'ai pris service et je les ai partagées avec tous les acteurs et partenaires du système. Je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de vue que la raison d'être de notre mission, la raison d'être de chaque dépense, de chaque intervention et de chaque mesure prise dans le système a pour seule finalité l'élève. C'est l'élève donc qui doit être la centralité du système. Le ministre, ses collaborateurs, les directions nationales ne sont que des moyens. Les enseignants ne sont que des moyens. Les infrastructures et les équipements ne sont que des moyens. L'élève étant au centre du dispositif, nous allons voir quels sont les paramètres qui interviennent dans cette centralité de l'élève. Le premier paramètre, c'est les infrastructures et les équipements. Qu'est-ce que nous allons faire? Le deuxième paramètre, c'est le volet pédagogique qui concerne les manuels, les programmes, la formation des enseignants, initiale comme continue des enseignants, le recrutement. Le troisième paramètre, c'est l'environnement et les activités périscolaires, la santé, le sport à l'école, les cantines scolaires, l'alimentation à l'école. Et le quatrième, c'est la gouvernance du système. Gouvernance tant au niveau de l'État qu'au niveau déconcentré jusqu'au niveau des écoles. Maintenant, sur cette base-là, le Sénégal a eu de 2000 à 2011 ce qu'on a appelé le PDF, le programme décennal de l'éducation et de la formation. Évalué en 2012, on devait aller vers un autre programme sectoriel. Ce programme sectoriel doit être adossé à une lettre de politique générale du secteur de l'éducation. Cette lettre de politique générale sectorielle de l'éducation a été élaborée, a été finalisée au mois de janvier. Signée le 6 février 2013 par les ministres en charge du secteur de l'éducation et de la formation. Une fois que cette lettre a été signée, a été déclinée dans le cadre d'un nouveau programme sectoriel qui couvre la période 2013-2025 qui s'appelle le paquet.
Le P comme programme pour programme, A comme amélioration pour amélioration, Q pour qualité, E pour équité et T pour transparence. Le paquet, programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. Rien que par l'intitulé du paquet, on voit les axes qu'on va privilégier. Vous avez donc un paquet, mais il y avait déjà le PDF, vous le rappeliez tout à l'heure, qui se fixait comme objectif, je crois, la scolarisation universelle en 2015. Est-ce qu'on va l'atteindre? Pour ce qui est de l'atteinte du taux de 100%, du taux brut de scolarisation de 100%, parce que c'est la mesure de l'accès, c'est possible qu'on l'atteigne. Parce qu'actuellement, nous sommes à 94,6% de taux brut de scolarisation. Et l'évaluation qui a été faite, c'est que nous avons un certain nombre de réticences et d'exclus du système. C'est la raison pour laquelle nous avons essayé de promouvoir l'enseignement franco-arabe, qui a permis d'améliorer dans certaines zones le taux brut de scolarisation. Et nous avons entamé une politique de modernisation des daras. Peut-être que je reviendrai sur cette question-là. C'est pour capter les exclus et les réticents du système. Et d'ici 2015, qui est l'horizon, nous pensons pouvoir atteindre les 100%. Maintenant, ce taux moyen de 94,6 cache des disparités. Nous avons des difficultés dans les régions de Matam, la région de Louga, de Diourbel, de Kaffrine et de Tamba. Nous avons des difficultés dans ces régions-là. C'est la raison pour laquelle le nouveau programme, un nouveau projet que nous avons qui s'appelle le PAQEP, projet d'amélioration de la qualité et de l'équité dans l'éducation de base, nous ciblons ces régions-là pour y mettre l'accent en vue d'accroître le taux de scolarisation. Ça, c'est le premier indicateur qu'on avait à l'horizon de 2015. Le deuxième indicateur, c'était un indicateur d'équité. C'était la parité filles-garçons. Cette parité-là, nous l'avons au niveau de l'enseignement préscolaire, nous avons aussi au niveau de l'enseignement élémentaire, pratiquement. Et l'autre, où nous avons des difficultés au niveau national, c'est le taux d'achèvement. Ça veut dire la mesure de la cohorte d'élèves qui rentrent au CI et qui achèvent le cycle primaire en faisant le CM2. Il faut lutter donc contre les redoublements, il faut lutter contre les déperditions scolaires. Les OMD avaient fixé un objectif de 100%. Lorsqu'on a fait la dernière revue du PDF, on s'était fixé un objectif de 90% au niveau national. Aujourd'hui, nous avons 66%. Il sera difficile d'atteindre l'objectif de 90% qu'on s'était fixé en 2015. D'accord. Alors, du PDF au paquet, vous allez franchir le pas. J'espère qu'on ne sera pas ici en présence d'un changement de forme, changer pour changer. Non, ce n'est pas un changement de forme, parce que le PDF... Qu'est-ce qui nous permet de voir, par exemple, que le contenu sera ce qu'il faut pour l'éducation au Sénégal? Parce que ce qui doit nous rassurer sur ça, c'est que le PDF d'abord a eu un bilan globalement satisfaisant. Il y a eu des ratés sur certaines questions. L'évaluation qui a été faite, c'est que sur le plan de l'accès, notre pays, ça veut dire du nombre d'enfants qui sont à l'école, du nombre d'infrastructures qui ont été construites, notre pays a fait des pas importants. Mais nous avons péché sur le plan de la qualité. C'est pourquoi le paquet parle d'amélioration de la qualité. Nous avons péché aussi sur le plan de l'équité. L'équité, surtout en direction des familles et des enfants qui choisissent d'autres modes d'enseignement, comme l'enseignement arabo-islamique. Le paquet va mettre l'accent sur cela. La modernisation des daras, l'offre de formation et d'apprentissage alternatif sera au cœur du paquet. Donc nous allons attaquer pas par l'offre, mais par la demande. L'État va essayer de se conformer à la demande. Et l'autre élément, c'est que beaucoup de ressources ont été injectées, mais n'ont pas été gérées de façon transparente. C'est le troisième élément du paquet, c'est l'aspect transparence qui s'occupe de la gouvernance. Et pour cela, nous avons fait une réforme des inspections d'académie et des inspections de l'éducation et de la formation. La semaine dernière, avec mon collègue en charge de la formation professionnelle, nous avons signé l'arrêté portant organisation des IA, inspection d'académie, et des IF, inspection de l'éducation et de la formation. Et dans le budget 2014 déjà, nous allons injecter de l'argent directement dans les écoles. Nous avons prévu d'injecter dans chaque école
l'équivalent de 3500 par élève, pour que la gestion de la qualité puisse se faire au niveau de la base. Bien sûr, ça amène d'autres mesures de contrôle de cette masse d'argent qui redéfinit donc les mesures qui redéfinissent les rôles du niveau central, du niveau déconcentré. Et nous avons les instruments pour cela. Ce paquet-là, par exemple, a fait l'objet. Un autre élément qui doit indiquer sur la pertinence de ce programme, c'est que le programme a été élaboré de façon participative. Tous les acteurs du système ont été dans le programme. Et quand nous avons eu la version préliminaire, entre le 10 et maintenant, nous avons fait des réunions de partage, d'abord avec les élus locaux, ensuite avec les organisations de la société civile qui interviennent dans l'éducation, avec les syndicats d'enseignants, avec les inspections d'académie. Et ce programme a été endossé par les bailleurs de fonds. Du 20 au 22, je dois me rendre à Bruxelles, à la réunion du conseil d'administration du partenariat mondial pour l'éducation, où le Sénégal attend un financement de 46,9 millions de dollars. Au mois de juin, c'est 217 millions de dollars qui doivent passer au conseil d'administration de la Banque mondiale. Nous sommes allés très vite dans les négociations techniques et financières. Donc le problème du financement ne se pose pas. Absolument. Il y a un volet infrastructure, parce que vous disiez tout à l'heure qu'on n'a pas de problème de ressources humaines, les enseignants sont en nombre suffisant, mais quid maintenant des infrastructures scolaires? Parce qu'on vous voyait souvent sur le terrain, d'ailleurs récemment, visiter des abris provisoires. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où on tend vers une éducation de qualité, il est acceptable de voir des abris provisoires dans ce pays? Bon, je voudrais là, à ce niveau aussi, un peu relativiser, indiquer qu'il ne fait pas de doute que notre ambition au niveau du gouvernement n'est pas d'offrir des paillotes à des enfants pour étudier. Nous avons pour ambition de les mettre dans les meilleures conditions physiques d'études. Mais il faudrait aussi observer qu'il est préférable d'avoir un élève qui étudie dans ces conditions et qui arrive à lire et à écrire que d'avoir un élève dans la rue. Bien sûr, ce ne sont pas des conditions idéales d'études. Mais les infrastructures, dans les études qui ont été faites sur le plan international, montrent que c'est un indicateur c'est un intrant pour la qualité, mais ce n'est pas l'intrant déterminant. L'intrant déterminant, c'est l'enseignant, c'est le manuel, c'est le programme. Au niveau du gouvernement, lorsque le gouvernement a été mis en place au mois d'août 2012, le Premier ministre a demandé une évaluation des montants nécessaires pour résorber les abris provisoires. Lorsque nous avons fait le tour au niveau du Sénégal, et sur la base des coûts unitaires de construction des salles de classe, il faut 73 milliards pour résorber l'ensemble des abris provisoires qui se trouvent sur le territoire national. Ce que vous n'avez pas Bien sûr, ce n'est pas faisable sur une année. Ce n'est pas faisable sur 2 années. Et cette question-là, de ce montant, me permet de faire le link et montrer à tous nos partenaires la difficulté des arbitrages que le gouvernement est obligé de faire. Si nous avons 60 milliards, est-ce que nous les mettons dans la résorption des abris provisoires ou bien est-ce que nous mettons ça dans d'autres types de dépenses? Donc ce que nous avons fait, nous sommes en train de travailler avec la Société financière internationale sur un schéma de partenariat public-privé pour une résorption, pour une opération coup de poing sur les abris provisoires. 20% des enfants du Sénégal sont dans des abris provisoires et c'est pathétique dans certaines zones. Mais nous sommes au stade des études de faisabilité technique, juridique et financière. La maturité de ces études ne nous permet pas de donner un délai pour cela. Donc ce que nous faisons, chaque année, il y a un certain montant qui est inscrit pour une résorption progressive des abris provisoires. Dans telle région, on construit 200 salles de classe pour résorber là où les abris provisoires sont de 1000. Il faut 5 ans pour résorber. Mais sans tenir compte du fait que chaque année, il y a une nouvelle demande d'accès. Et dans certains établissements, il faut construire de nouveaux abris provisoires. Mais je voudrais indiquer que l'exemple que le chef de l'État a donné dans son discours à la nation du 3 avril est édifiant sur le lien que j'ai fait entre qualité et abri provisoire. Parce que j'ai été à Saré Bilali, dans le département de Kolda. C'est une école où les enfants ont fait leurs 6 années d'école primaire dans des abris provisoires, en paillotte.
les 4 années de l'enseignement moyen dans des abris provisoires en paillotte. Pourtant, ils ont eu 100% au BFM. D'accord. Ces enfants méritent aussi que l'État s'occupe de leurs conditions d'éducation comme on le fait dans les villes. Très bien. Alors, évidemment, cette politique éducative que vous expliquez ici peut s'avérer efficace. On n'en disconvient pas, mais elle doit se déployer dans un climat apaisé, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Vous aviez annoncé des assises ou des concertations sur l'éducation. Où est-ce que vous en êtes? Quand est-ce qu'elles auront lieu? Là aussi, ce qui nous a un peu retardé au niveau de l'éducation nationale, c'est que nous souhaitons que ces assises soient participatives et inclusives. Nous avons, lors de notre rencontre avec les syndicats de prise de contact, on leur a demandé de donner une contribution au terme de référence pour montrer un peu le contenu, la méthodologie, le format de ces assises. Après 1 mois, nous n'avons pas eu de réaction. Nous leur avons écrit officiellement aux syndicats et à tous les acteurs, associations de parents d'élèves, organisations de la société civile, tous les acteurs qui interviennent dans l'éducation, pour leur demander de nous donner des contributions. Nous en avons reçu 9 à peu près, sur les peut-être 80 lettres que nous avons envoyées. Au niveau du département, on était en train de réfléchir sur des termes de référence. Et j'ai demandé, la semaine dernière, qu'avec le nombre de réponses que nous avons reçues, qu'on puisse faire la synthèse pour avoir des termes de référence. J'ai dit démarche participative, inclusive. Ce que nous souhaitons, la vision que nous en avons au niveau du département, c'est que le ministère de l'Éducation nationale est un ministère disséminé sur tout le territoire national. Et le chef de l'État a parlé de territorialisation des politiques publiques. Donc peut-être que nous allons avoir des plateformes régionales de concertation et d'assises. Peut-être que nous allons avoir des groupes thématiques sur un certain nombre de points précis du secteur éducatif, et peut-être nous allons avoir un comité de pilotage sur le plan national. Ce ne seront pas des assises pour nous qui doivent se dérouler sur 2 jours, 3 jours, mais c'est des assises qui doivent se dérouler sur plusieurs mois, avec un rapport provisoire, et sur la base de ce rapport provisoire-là maintenant, les assises en proprement parler peuvent se dérouler pour essayer d'examiner ces conclusions. En tout cas, c'est un peu le schéma et la démarche qu'on voudrait proposer aux partenaires pour essayer de conduire ces assises. Mais ici, devant l'urgence, les enseignants, vous les avez entendus parler d'éventuels boycott des examens. En tout cas, ils ne l'excluent pas. Vous pouvez être sûr, en tant que tutelle, qu'on n'en arrivera pas à cet extrême-là. Je ne souhaite pas. En tout cas, je peux comprendre que les enseignants puissent avoir des plans d'action pour porter leurs revendications. Mais je ne souhaite pas, et je leur parle en tant que leur ministre de tutelle, garant de la crédibilité du système éducatif. Je ne souhaite pas qu'on puisse en arriver à un boycott des examens. C'est une décision très grave pour quelqu'un qui est pédagogue. Et le pédagogue, je le rappelle, dans la Grèce antique, c'était celui qui accompagnait, c'est l'esclave qui accompagnait l'élève de son domicile à l'école. Donc je ne souhaite pas, vraiment, je pense que j'insiste sur ça parce que c'est une décision extrêmement grave. Et je ne pense pas que les enseignants vont en arriver là. Parce que moi, je les ai côtoyés dans des réunions, dans des syndicats. Je ne pense pas que dans notre pays, on puisse prendre la responsabilité. Un enfant qui a fait tous ses enseignements jusqu'au mois de juin, de ne pas lui permettre de faire ses examens et de progresser dans sa scolarité. D'accord, mais il ne suffit pas de souhaiter en tant qu'autorité. Vous y travaillez également. Je pense que, quelles que soient les difficultés qu'on connaît, ce n'est pas une mesure qui doit être envisagée. C'est ça que je dis de façon très claire. Je ne pense pas, compte tenu de la gravité d'une telle mesure, qu'un pédagogue, un enseignant, puisse dispenser des cours à un élève pendant 9 mois et ne pas lui permettre de faire ses examens. Je ne l'envisage pas. D'accord. Alors, à cette étape de l'entretien, nous allons aborder la situation politique. Et ici, vous allez devoir prendre votre casquette de secrétaire national aux affaires juridiques et politiques aux élections plutôt du PS. Le PS qui est, comme je le rappelais tout à l'heure à l'entame de l'émission, un parti membre de la coalition présidentielle. Alors récemment, la question des libertés a été soulevée par certains acteurs du monde politique, parfois même membres de votre coalition.
pour dire qu'il y a un recul à ce niveau-là. En toile de fond, il y avait évidemment cette interdiction de manifester qui frappait donc l'opposition, notamment le Parti démocratique sénégalais. Comment est-ce que vous appréciez cela? Bon, d'abord, il faut rappeler que je crois que depuis que le président Macky Sall est à la tête de ce pays, peut-être c'est la première demande d'information préalable pour une manifestation qui n'a pas été acceptée par les autorités du ministère de l'Intérieur, le préfet notamment de Pikine ou Guédiawaye. Donc il faut prendre en compte que ce qui s'est passé, ce n'est pas la règle. La règle, ils ont été toujours autorisés à manifester. Mais moi, je suis dans une posture où je fais confiance aux autorités de l'État, au ministère de l'Intérieur, aux autorités administratives. Dans ma posture de ministère de l'Éducation nationale, de ministre de l'Éducation nationale, je peux ne pas avoir les informations qui fondent leurs décisions. Parce que je suis à un niveau de responsabilité qui me permet, moi, quelquefois, de prendre des décisions qui sont incomprises, mais que je prends sur la base d'informations crédibles que j'ai. Si la manifestation, si au niveau des autorités du ministère de l'Intérieur, il y avait des informations crédibles sur des risques de débordement, de sabotage ou d'autres choses, pour la sécurité des populations et des biens, c'est une décision aussi d'arbitrage de l'intérêt général qu'il faut respecter. D'accord. Alors, marche pour dénoncer, entre autres, hein, on a parlé évidemment de cette enquête sur l'enrichissement illicite, mais sur la demande sociale de façon générale. Les libéraux ont voulu porter cette cause et parfois même des membres de votre coalition sont sur la même longueur d'onde. Mais quid du PS, le Parti socialiste? On vous connaît un parti légitimement représentatif. On ne peut pas, je veux dire, imaginer une fois vous voir en recul dans les questions qui concernent le vécu des populations. Pourquoi souvent vous n'êtes pas en première ligne comme les autres? Parce que nous sommes deux aspects pour répondre à votre question. Le premier, c'est que nous sommes dans la coalition. Nous avons exercé le pouvoir. Nous connaissons les contraintes, les difficultés qui peuvent s'attacher à l'exercice du pouvoir. Étant dans une coalition, nous avons des lieux, des espaces, des modalités pour faire connaître notre point de vue au gouvernement, au président de la République. Mais est-ce que nous avons des ministres qui siègent en Conseil des ministres. Lorsqu'une question est soulevée en Conseil des ministres, ces ministres ont la liberté de donner leur point de vue. Est-ce que c'est le cas? Nous avons le secrétaire, bien sûr que c'est le cas. Sur ce plan-là, je voudrais vous dire que peut-être même le président Macky est peut-être même pro-démocratique pour les réunions de Conseil des ministres. Parce qu'en réalité, c'est des instances de coordination où il prend des décisions, mais il écoute tous ces ministres et leur point de vue, et quelquefois, il tient souvent compte de leur point de vue. Sur le plan donc, gouvernemental, c'est ça. Ouais. Au niveau de l'Assemblée, nous sommes dans le groupe parlementaire. Les questions sont discutées. Si nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, c'est là-bas que nous le disons. Sur le plan politique, le secrétaire général Ousmane Tanor Dieng peut rencontrer à tout moment le président de l'APR, le président Macky Sall, pour lui faire part de son point de vue. C'est ça, nous, les canaux que nous avons pour faire part de notre point de vue. Et nous assumons la responsabilité de ce que le gouvernement fait actuellement. Oui. Sur la question de la demande sociale, du panier de la ménagère. Vous êtes un allié discipliné, quoi. Non, on est un allié loyal, et la loyauté voudrait dire on défend la politique du gouvernement, on contribue à cette politique du gouvernement. Oui. Et nous nous donnons corps et âme dans le cadre des responsabilités qu'on nous a confiées. Oui, mais dénoncer aussi ce qui ne marche pas, évidemment. Mais si nous pensons que telle chose peut être faite... Vous êtes le PS, le Parti socialiste. Mais si nous pensons que telle chose peut être faite de façon différente, nous avons des canaux pour le dire. Nous ne pouvons pas nous comporter comme quelqu'un qui est dans l'opposition et qui étale des difficultés du gouvernement sur la place publique. Nous ne le ferons pas. La formation politique que nous avons, la conception que nous avons du partenariat et de notre rôle auprès du président Macky Sall, qui est l'élu des Sénégalais, qui a été élu à 65%, nous dicte d'avoir cette attitude de loyauté, de fidélité, de responsabilité, en assumant aussi bien ce qui est positif
que ce qui n'est pas positif. Oui, mais vous avez des canaux pour le faire, c'est vrai, voilà. on vous le concède, mais vous avez quand même des militants qui sont parmi l'opinion publique. Oui. Est-ce que souvent, il suffit juste de le faire dans ces canaux au risque de frustrer peut-être les militants que vous avez? Oui, mais les militants que nous avons aussi, nous avons un parti qui fonctionne, dont les structures fonctionnent. Notre bureau politique se réunit chaque semaine. Au niveau de ce bureau politique, nous donnons les informations crédibles pour lever tout malentendu. Et récemment, dans le cadre de cette conception que nous avons du compagnonnage, nous avons organisé un séminaire sur la politique agricole. Au cours de ce séminaire, nous avons regroupé différents experts. Le ministre Abdoulaye Baldé, en charge du secteur, mais militant de l'APR, est venu parler. C'est ça qui permet de lever un peu les aspérités, les incompréhensions qu'il y a et de permettre à nos responsables, sur la base de l'exposé qu'il a eu à faire, de mieux comprendre les options du gouvernement et de mieux les défendre. Bien. Maintenant, je ne voudrais pas laisser passer aussi l'idée que les préoccupations, la demande sociale des Sénégalais n'est pas prise en charge. Lorsque, pour la campagne agricole dernière, le gouvernement injecte 34 milliards dans le monde rural, sous forme de subventions. Lorsque le gouvernement injecte 2 milliards pour les aliments de bétail, lorsque le gouvernement renonce à des ressources à concurrence de 29 milliards pour la baisse de l'impôt sur le revenu, c'est de l'argent qui est injecté au niveau du pouvoir d'achat des Sénégalais. D'accord. Seulement, ce que l'on constate, ce que disent les Sénégalais, c'est que l'impact n'est pas ce qu'il devrait être, en tout cas. En tout cas, les syndicats d'enseignants que j'ai rencontrés me disent que pour ce qui est de la baisse de l'impôt sur le revenu, ça a été ressenti. D'accord. Vous êtes donc dans Benno Bokk Yakaar en tant que PS. Sûrement, vous vous préoccupez également de votre avenir en tant que formation politique. Aujourd'hui, la succession d'Ousmane Tanor Dieng est ouverte depuis qu'il a déclaré qu'il ne serait pas candidat en 2017. Alors, où va le PS et avec qui? Le PS a la chance d'avoir des ressources humaines de qualité. Ce que d'aucuns voient comme des risques pour le PS, moi je vois ça plutôt comme un atout que le PS a. Le fait qu'on puisse dire que si Ousmane Tanor Dieng n'est plus candidat en 2017 ou quitte la direction du parti, est-ce qu'il y a des ressources humaines capables de reprendre le flambeau et qu'on cite 3, 4, 5 ou 10 personnes, pour moi je considère que c'est un atout pour le PS. Et pour 2017, le concerné lui-même s'est prononcé. Je ne veux pas reprendre ses propos, il faut s'en tenir à ce qu'il a indiqué. Pour la direction du parti, il n'a pas dit qu'au prochain congrès, si les militants lui font confiance, il ne va pas exercer la direction du parti. Parce qu'il n'y a pas de lien entre ne pas être candidat en 2017 et une renonciation à exercer la direction du Parti socialiste. Donc si je comprends bien... de façon, je veux dire, c'est de façon démocratique que ça se fera. Nous avons quand même un parti qui a l'habitude d'organiser ces renouvellements. Nous sommes engagés dans ce processus. Tous les postes seront en compétition, du secrétaire général du comité au poste de secrétaire général du Parti socialiste. À chaque étape, ceux qui sont candidats vont se manifester. Nous allons essayer de chercher un consensus. À défaut de consensus, nous procéderons au vote. Donc il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Ça se fera de façon démocratique. Donc même s'il déclare qu'il ne sera pas candidat, il peut être possible de le voir renouveler, rempiler à la tête comme secrétaire général. En tout cas, l'idée la plus partagée au niveau des responsables et des militants, moi que je côtoie, c'est que, au contraire, le fait qu'ils disent qu'ils n'envisagent plus d'être candidat à une élection présidentielle lui donne une légitimité supplémentaire pour l'unité et la cohésion du PS d'être le prochain secrétaire général du parti. C'est l'idée la plus partagée au niveau de beaucoup de militants et de responsables. Et dans la foulée, être candidat peut-être en 2017? Mais en ce moment-là, on verra, parce que pour 2017... La direction peut le proposer, par exemple? Je ne sais pas. Pour 2017, parce que la candidature à une élection présidentielle, c'est une affaire personnelle au-delà de l'affaire du parti. Et il faut s'en tenir à lui, ce qu'il a indiqué, et ne pas préjuger. Je pense que c'est trop tôt de se projeter sur 2017. Aujourd'hui, nous sommes dans un gouvernement, nous sommes dans une majorité. Ce qui nous préoccupe, c'est que ce gouvernement puisse avoir des résultats
positif. Très bien. En 2017 à présenter aux Sénégalais. Le congrès on va le suivre avec donc beaucoup d'intérêt. C'est maintenu fin juillet, début juillet. Oui, nous travaillons dans le cadre toujours de ce chronogramme qui est de tenir le congrès au mois de juillet, comme prévu. Nous avons engagé actuellement les opérations de renouvellement. Bien sûr, maintenant, le ramadan devant démarrer en principe vers le 7 juillet, nous avons certains camarades Talen, Saren et Lien qui sont en train de dire est-ce que c'est opportun de tenir un congrès pendant la période de ramadan. Mais en tout cas, tout notre programme de travail rentre dans ce cadre-là. D'accord. On va vers les élections locales. Aujourd'hui, on s'interroge sur le schéma qui va être retenu dans le cadre de votre coalition ou dans le cadre du Parti socialiste. En tant que secrétaire aux élections, vous travaillez sur quoi exactement? Ce que nous avons arrêté au niveau de notre parti, c'est de demander à toutes les structures de tout faire pour construire des coalitions Benno Bokk Yakaar dans les localités. Ce sera une façon pour nous de réaffirmer notre ancrage au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, de l'étendre au niveau local. Mais bien sûr, nous comprenons parfaitement aussi que l'élection présidentielle, les élections législatives et les élections locales ne sont pas le même type d'élection. Au niveau local, l'expérience montre que même si c'est un parti politique qui a des listes au niveau des différentes collectivités locales, il arrive que les militants de ce même parti ne puissent pas s'entendre pour faire des listes communes au niveau de certaines localités. Oui. Donc, 3 possibilités vont se présenter. Il y aura certainement des localités où les militants de Benno Bokk Yakaar, les responsables à la base, vont s'entendre pour faire des listes communes Benno Bokk Yakaar. Nous les y encourageons. Il y aura des localités où les gens auront des difficultés, mais avec un arbitrage des directions des partis peuvent trouver une entente. Nous traiterons ces questions-là. Mais il faut être naïf et n'avoir aucune expérience de ce type d'élection pour savoir qu'il y a des localités où les gens ne vont pas s'entendre. Dans un cadre d'un parti même, ils ne s'entendent pas, a fortiori dans le cadre d'une coalition de coalitions. Donc il arrivera... Au niveau de ces localités-là, oui, il faudrait banaliser et dédramatiser le fait que les camarades ne s'entendent pas, que les différentes composantes de la coalition puissent avoir des listes séparées et que les gens se retrouvent après dans le cadre d'un groupe Benno Bokk Yakaar au niveau du conseil municipal ou rural ou régional pour gérer ensemble la collectivité locale. Donc il y aura des localités où le PS ira seul aux élections locales. Non, c'est pas, on n'a pas fixé ça comme stratégie. Ce que nous avons fixé comme stratégie, c'est de tout faire pour aller ensemble partout dans le cadre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Maintenant, tirant les enseignements de l'expérience que nous avons eue, nous savons que ce type de questions amène certaines localités où les gens ne vont pas s'entendre. En ce moment-là, collectivement, au niveau de la coalition, il faut qu'on traite ça de façon responsable, que ça ne soit pas un casus belli, et qu'on puisse constituer des listes, les autres puissent constituer des listes, mais qu'on puisse se retrouver au niveau du conseil municipal. Il y a une localité où l'enjeu est énorme, c'est Dakar, la capitale du Sénégal. Elle est plutôt cette localité entre vos mains, c'est Khalifa Sall, le maire actuel. On voit également qu'il y a des ambitions au niveau du parti du président, l'APR. Qu'est-ce que vous allez faire ici? Vous allez proposer encore Khalifa Sall ou... Bon, d'abord, il faudrait rectifier. La mairie de Dakar est entre les mains de la coalition Benno Bokk Sénégal. Oui, mais dirigée par un socialiste. Un socialiste. Voilà. Khalifa Sall a été élu par des conseillers Benno Siggil Sénégal. Et il travaille dans ce cadre-là. Et dans son conseil municipal, dans le groupe Benno Siggil Sénégal, il y a des responsables de l'APR. Maintenant, 2 possibilités. Ce qui est certain, c'est que notre appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar ne gomme pas notre identité de socialiste. Si notre camarade est candidat, en tant que socialiste, c'est lui que nous soutiendrons. Mais nous souhaitons que notre camarade et les autres puissent trouver une liste commune au sein de Benno Bokk Yakaar. Bien sûr, s'il y a une liste commune Benno Bokk Yakaar, si nous avons une influence à faire, c'est que notre camarade dirige cette liste et compte tenu de son bilan positif à la tête de la mairie de Dakar, puisse continuer son rôle. Mais il ne fait aucun doute pour nous socialistes que si nous avons un camarade, qu'il s'agit de Khalifa ici, ou d'un autre camarade dans une autre localité qui est candidat,
Mais c'est cette liste et ce camarade que nous soutiendrons. Oui. Si votre camarade est candidat, donc il ne vous appartient pas, vous, en tant que parti, de le proposer? Les deux sont possibles. Oui. Les deux sont possibles. Parce que lui-même, il faut qu'il exprime la volonté de refaire un mandat. C'est une évidence. Et de conduire une liste. Mais en ce moment-là, il sera soutenu par le parti. Et nous pensons qu'il a fait un travail qui lui donne la légitimité d'aspirer à un deuxième mandat au niveau de Dakar. D'accord. Alors, lorsqu'on parle de la succession d'Ousmane Tanor Dieng, et là, ce sera la dernière question, on cite Khalifa Sall, justement, Aïssata Tall Sall, mais presque jamais Serigne Mbaye Thiam. Alors que des indiscrétions disent même que vous êtes une sorte de botte secrète pour Ousmane Tanor Dieng. Je ne serai jamais la botte secrète de quelqu'un. Ouais. Mes ambitions politiques... Vous êtes fidèle quand même parmi les fidèles. Mes ambitions politiques, je les porte de façon autonome. Oui. Je ne serai jamais l'homme de quelqu'un. Je peux être l'homme d'une idée, d'une conviction et de principe. Oui. Par le passé, je l'ai montré. Quand il s'est agi à un moment donné de faire des choix politiques difficiles. Maintenant, je suis fidèle aux 375 000 militants qui ont porté leur choix sur un secrétaire général. Si c'était une autre personne qui était secrétaire général, j'aurais eu la même fidélité vis-à-vis de cette personne-là, parce que c'est une fidélité au suffrage des militants qui l'ont porté. Pas à la personne. C'est la même fidélité que j'ai vis-à-vis du président Macky Sall, parce que c'est lui qui est dépositaire du suffrage des Sénégalais. Mais Ousmane Tanor Dieng a des qualités. Il les a montrées depuis 2000 dans la conduite du parti. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle les militants aussi tiennent à lui. Je veux dire, je suis fidèle aux militants du parti en respectant leur suffrage, mais je suis fier aussi d'avoir travaillé à côté de quelqu'un comme lui. Très bien. Il vous intéresse quand même le poste de secrétaire général du PS? Aucun poste ne m'a jamais empêché de dormir, mais il est certain que quand on décide de s'engager dans l'action politique, on ne se donne pas de limites. Les postes, les responsabilités qu'on exerce sont question d'opportunités, de circonstances et de confiance des militants. Chaque fois que les militants socialistes, au niveau de l'État, on aura besoin de moi pour exercer une fonction, je ne me déroberai pas. Bien. Je vous remercie. Serigne Mbaye Thiam, secrétaire national aux élections et aux affaires juridiques du Parti socialiste et ministre de l'Éducation nationale. Merci vraiment d'avoir été à Point de Vue, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. À dimanche prochain.